L'histoire et le cinéma, ce sont deux passions enfantines, fatalement. C'est les histoires finalement que les enfants aiment, et que ce soit les histoires de la grande histoire avec un grand H ou les histoires qui étaient prodiguées sur nos écrans, eh bien vous voyez que le rapport était immédiat. On a d'abord rêvé à l'histoire avant de s'y intéresser comme matière scientifique, comme source de travail ardu, fatigant, mais tellement intéressant à la fin, hein. Donc pour reprendre très rapidement, la naissance de mon intérêt à la fois pour l'histoire et pour le cinéma, eh bien c'est sans doute les premiers films d'aventure que j'ai vus il y a bien longtemps, dans les années 50. Je ne sais pas, peut-être le premier grand film qui m'a vraiment complètement fasciné, c'était Moby Dick. Donc ça remonte à loin, et là il y avait déjà la puissance du récit, mais en même temps tout l'univers des baleiniers, de la chasse à la baleine du 19e siècle qui donnait le fond de toile historique. La toile de fond historique plutôt. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dis à tes élèves avec le cinéma d'aujourd'hui? Il y a évidemment beaucoup de liens entre l'histoire et le cinéma. Si on essaye d'en faire très rapidement un catalogue, il faut reprendre par le début, manie d'historien, reprenons par le début. Il est bien évident qu'au départ, le cinéma a toujours été considéré un peu comme un divertissement populaire pendant très longtemps. Et par exemple, à l'université, il a fallu longtemps pour que le 7e art acquiert des lettres de noblesse, qu'il soit reconnu comme un objet d'étude. Il a fallu attendre pour ça vraiment la fin des années 60, le début des années 70. Je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de l'historien Marc Ferraud, qui est aujourd'hui très médiatisé et qui a été, c'est le vrai, un des pionniers en la matière pour bien montrer comment le cinéma, les films, pouvaient être un témoignage historique. Alors évidemment, un témoignage historique complexe, c'est-à-dire que le cinéma, un film n'est pas le miroir de la société, n'est pas le miroir du réel. C'est bien sûr un miroir déformant, un miroir biaisé. Tout le travail de la méthode d'analyse, c'est précisément de voir comment un film donne à voir une vision de la société, un regard subjectif, un regard d'un groupe, le regard à un moment donné très orienté, parfois propagandiste, parfois au contraire contestataire sur une société donnée. Et à partir de là, bien entendu, on peut faire parler les films et leur faire dire un petit peu tout ce qu'ils contiennent de richesse de ces mondes et de ces sociétés qui sont maintenant derrière nous. Est-ce que le cinéma peut parfois, on a l'impression, servir de propagande ou peut permettre de réécrire, si je peux m'exprimer ainsi, l'histoire? Euh, je- on peut penser par exemple à un film que tu connais, La bataille du Rail, euh, qui est un film très émouvant, qui est un film qu'on aime revoir et revoir encore, mais qui peut être, qui est, on sait aujourd'hui, un film de commande. euh, Quelle est la valeur historique de ce film, par exemple? La valeur historique de ce film, elle est extrêmement grande, hein, puisqu'on prend la bataille du rail. Là, c'est quelque chose d'un petit peu pointu. C'est évidemment un des tout premiers films qui est fait après la Libération.
Donc il a de toute façon, lorsqu'on le retrouve aujourd'hui, un poids de réel qui est considérable. Pour parler à un ancien cheminot, on retrouve les locomotives de 44, on retrouve la tête des gars de 44, hein, les cheminots dont aujourd'hui on chercherait dans un casting compliqué des types, eh bien là ils sont là, ce sont les gars qui très souvent ont été dans les réseaux de résistance, ont été parfois vraiment des résistants authentiques, etc. Alors bien entendu, le film est une construction, c'est une construction qui porte le poids de l'idéologie de 44, c'est bien sûr la manifestation de l'enthousiasme du combat des travailleurs, largement influencé par le Parti communiste. Hein. Alors, c'est pour cela un témoignage précieux. Ça nous donne, au fond, quel est le début de ce grand légendaire qui va s'inscrire, le légendaire de la résistance communiste, qui repose bien entendu sur toute une série de faits vrais, mais qui les amplifie et qui en fait une geste héroïque. On le sait, les deux grandes mémoires de la résistance, ce sera la résistance gaulliste et la geste communiste. Donc ce soir, tu as choisi de nous présenter le film Chantons sous la pluie, au grand plaisir de notre public. Peux-tu justifier ce choix? Une raison qui est générale et puis une raison qu'on va pouvoir rattacher à notre conversation avec Jackie. La raison évidemment générale, c'est que c'est un film très euphorique, un film joyeux, un film qui donne vraiment la pêche, hein, pour parler un petit peu familièrement, et en même temps une leçon de cinéma, puisque ça nous raconte comment on fait un film, comment on travaille en équipe, etc. C'est un grand, grand moment de cinéma, et ça fait partie tout de même de ces classiques qu'on ne se lasse pas de voir et de revoir. Et puis il ne faut pas l'oublier, les générations tournent, et beaucoup de gens ne connaissent pas ces grands classiques qui datent maintenant des années 50, hein, donc qui ont derrière eux presque 60 ans. Hein. L'autre raison, moi je dirais, ça c'est un petit clin d'œil à notre conversation sur cinéma-histoire, parce qu'on oublie trop souvent que Singing in the Rain est un film historique. C'est un film de 52, mais qui parle de l'année 1927, l'année où le cinéma s'est mis à parler et du même coup à chanter et à danser. Alors vous voyez comment il ne faut pas oublier que c'est un film historique, c'est-à-dire qu'il nous parle d'une époque qui est révolue en 52, mais qui est encore très proche, dont les techniciens, les réalisateurs, les acteurs se souviennent bien sûr de façon très forte, et c'est à la fois quelque chose de très gai, mais quelque chose de très très documenté sur ce passage au parlant. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, une histoire du cinéma en tant que forme, une histoire aussi des évolutions technologiques qui sont toujours liées à des évolutions esthétiques, à des évolutions narratives et qui changent profondément petit à petit la façon de faire du cinéma. À la fois on commence par cette idée de légèreté et de bonheur, mais de rappeler que derrière cette légèreté et ce bonheur, il se cache un travail de fou. C'est-à-dire que le film a été d'abord une tension extraordinaire entre trois grands créateurs, hein, c'est Gene Kelly, Stanley Donen, mais le producteur aussi Arthur Fred, dont on oublie qu'il a écrit énormément de chansons, hein, de musique. Et puis par exemple, on sait, et on aura l'occasion d'en parler, comment les comédiens ont été soumis à un régime impitoyable de répétition. Et le plus bel exemple, c'est le fameux numéro de Cosmo Brown dans le film, hein, de l'acteur du personnage Cosmo Brown dans le film, Make Them Laugh, hein, faites-les rire, qui est à la fois complètement un superbe numéro euphorisant et qui cache derrière un travail énorme et redoutable, tant et si bien que l'acteur Donald O'Connor a pris une semaine de congé après cette scène, tellement il était fatigué, crevé. Make 'em roar, make 'em scream, take a fall, but a waltz, let us see. You start off by pretending you're a dancer with grace. You wiggle till they're giggling all over the place. Conscience professionnelle, les rushs de la scène sont perdus. Malheureusement, ils retournent tout ça de façon très éprouvante quelques semaines plus tard. Hein. Donc beaucoup de travail pour rendre le public heureux. Je trouve que c'est une assez belle définition parfois du travail cinématographique.